Pour cette seconde partie de vidéo, où on s'était arrêté sur l'idée qui avait été lancée donc dans ce mouvement des Gilets jaunes, c'était pour une journée de faire un boycott. Donc c'est vrai que j'avais dit, bon, bah, faire une journée, c'est pas suffisant, mais c'est vrai que ça avait en tout cas le mérite peut-être d'éveiller les consciences sur cette idée de consommer tout et n'importe quoi, d'alimenter ce qu'on dit souvent le veau d'or, hein, c'est-à-dire ces multinationales qui s'enrichissent, qui respectent rien du tout, ni la planète, ni l'environnement, ni les animaux, également nos congénères, puisqu'ils sont maltraités souvent pour produire hein, à bas coût des vêtements, des chaussures, tout bien de consommation, hein, des iPhones hein, à l'autre bout de la planète, qui vont polluer en amenant par cargo entier, donc ils vont polluer ben, les océans et la planète tout entière, pour après nous revendre ça, et avec la publicité derrière, hein, un grand coup de renfort médiatique. D'ailleurs, vous voyez là on parle des Black Friday, donc là, ça c'est un phénomène qui a été importé depuis 2012 des États-Unis, donc il fait un carton là-bas où on brade hein, des produits de consommation où les gens après se ruent, se jettent les uns sur les autres pour acquérir ben, le dernier téléviseur en solde. Hein, et donc là, ben, les médias ben, s'amusent justement à vous filmer. Dans ces cas-là, on a déjà eu hein, une expérimentation avec le Nutella, on en avait parlé, hein, c'était en février dernier sur la précédente vidéo. Et donc tout ça pour vous dire que ça, cette idée phare, elle a été malheureusement abandonnée. En tout cas, moi, j'en ai pas entendu parler. Et j'ai pas vu de blocage, par exemple, dans les centres commerciaux, il me semble, en tout cas, peut-être sur certains, mais en tout cas, moi, je me suis baladé un petit peu dans Bordeaux et j'ai vu que les gens revenaient avec des courses pleins. Et j'ai vu d'ailleurs qu'en faisant mes courses, hein, je passais, je voyais déjà les gens avec les mains remplies de cadeaux, remplies de boîtes de chocolat. Hein, j'ai entreaperçu à travers la vitre hein, des supermarchés, quand on passe à côté, on voit déjà hein, des stocks comme ça de boîtes de chocolat spécial Noël, etc., etc., etc. Donc voilà, tout ça pour vous dire que il y a ce paradoxe-là aussi, c'est que, vous voyez, ce mouvement des Gilets jaunes qui a été lancé donc, sur ce 17 novembre, donc quelques jours avant les Black Friday, c'est quand même un peu fort de café, c'est le cas de le dire. Et donc vous allez voir, il y a un humoriste, puisqu'on est sous un soleil en scorpion. Donc le scorpion, ben, c'est le signe de l'humour aussi. Hein. C'est le signe de l'humour corrosif, l'humour engagé, l'humour un peu caustique. Donc j'ai trouvé sur YouTube en fait un blogueur, un YouTuber qui va vous parler mieux que moi hein, justement de ce paradoxe donc par rapport à ce mouvement des Gilets jaunes entre l'objectif qui était annoncé et l'objectif qui a été atteint, ainsi que ce paradoxe par rapport justement à la consommation, qui est quand même un enjeu très important. Alors je vais lui faire de la pub, j'espère qu'il ne m'en voudra pas d'utiliser sa vidéo, mais c'est vrai qu'elle est excellente. Il s'appelle Chris Papillon, comme ça vous pourrez vous abonner et le suivre directement. Je comprends rien au blocage du 17 novembre. En fait, si, je crois que pour une fois, j'ai à peu près compris. C'est que les gens lambda, le peuple, la plèbe, bah, nous, on en a marre d'être pris pour des vaches à lait par ce gouvernement. Et par ce petit pourcentage de puissants bah, qui dirigent notre pantin de président et qui nous suce jusqu'au portefeuille. Et la goutte d'essence qui fait déborder la jauge, c'est l'augmentation des prix du carburant. Même si ça fait des années qu'ils se foutent de notre gueule ouvertement, qu'ils nous exploitent, qui financent tout un tas de guerres et même la destruction de notre planète sur notre dos. Ah bon, après, si c'est le carburant qui met le feu aux poudres, tant mieux, hein. Autant jeter de l'essence dessus même. Ouais, mais c'est parce que les énergies fossiles, ça pollue beaucoup. C'est pour qu'on en consomme moins. Exactement. C'est l'excuse de merde de Macron et de ses sous-fifres à l'écologie. Mais mon sérieux, ils savent très bien que quand on augmente par exemple les taxes et le prix des clopes, eh ben ça diminue pas la consommation. Non, ça augmente juste le nombre de connards qui vont se plaindre de dépenser un quart de leur salaire au lieu d'arrêter. Attends, il m'a insulté là. Eh ben pour l'essence c'est pareil. Sauf qu'il suffit pas d'un petit peu de volonté pour s'en passer. La grande majorité des gens en ont besoin quotidiennement. Donc ça racle dans tous les sens. Et pour te dire à quel point leur excuse écologique est bidon, un exemple, depuis cette année, ils ont commencé à mettre en place les radars mobiles embarqués dans des voitures gérées par des organismes privés. Alors, à ton avis, est-ce qu'ils ont fait ça, par exemple, avec des camions de transport ou alors,
je sais pas, les voitures de la Poste ou encore des voitures de VRP. Histoire qu'elles aient déjà un itinéraire de prévu. Alors, je sais pas. Eh ben non, ils préfèrent payer des sociétés juste pour ça. C'est-à-dire des sociétés qui vont payer des gens juste pour se balader toute la journée en voiture, dépenser un plein, rien que pour nous aligner. C'est pas très écolo ça, non? C'est même très con. Donc j'imagine qu'avec l'argent de leur PV, on commence déjà par payer leur plein d'essence. Ça va pas nous aider à payer le nôtre. Et donc au vu de l'escroquerie en bande organisée qu'est l'augmentation des prix du carburant, les taxes et autres merdes que nous ponde régulièrement l'État, spontanément, le peuple a décidé de faire une journée de blocage le 17 novembre. Et ça, c'est bien. Alors se bouger le cul et contester, oui, hein, surtout qu'il y a de quoi. Mais par contre, prendre sa voiture toute la journée et dépenser de l'essence pour aller dire qu'elle est trop chère, j'y vois comme un paradoxe. Allez, on va tout bloquer. Par contre, avant ça, je vais aller prendre de l'essence, hein, j'ai pas envie de finir à sec. Bah oui, mais faut bien se faire entendre. Je dis pas. Et à des gens qui pensent qu'à l'argent, le mieux ce serait peut-être de moins leur en donner. Parce que eux, honnêtement, ils en ont rien à battre que tu râles tant que tu raques. Non mais ça a encore augmenté ces putains de clopes, mais c'est beaucoup trop cher. Et il y a une réduction quand on prend une cartouche. Non, mais c'est du vol, mais vous êtes vraiment des voleurs. Vas-y, mets-moi en deux cartouches. Je suis plus fan de la deuxième partie du projet, celle de pas dépenser d'argent de toute la journée. Ça c'est génial, tel un boycott du système. Ouais, mais bon, pourquoi pas le faire de chez soi, hein? Pourquoi pas faire de la France un pays fantôme? Peut-être les supermarchés vont rester ouverts, mais il n'y aura pas de clients. Les artisans, les commerçants ferment exceptionnellement. Bah, c'est bien beau, mais tout le monde va pas le faire. Ok, mais faire chier ceux qui jouent pas le jeu, ça va peut-être juste diviser les Français. Hein? Tout comme les casseurs, qui vont s'empresser de faire le jeu du gouvernement et eux aussi diviser les Français. Et puis de toute façon, la consommation, elle se répercute sur les autres jours, avant ou après. Pas entièrement, mais c'est un petit peu vrai, oui. C'est pour ça qu'il faudrait étendre le mouvement à une diminution des consommations globales de manière permanente. Pas seulement une journée. Et ça, ce serait bon pour notre planète, pour le portefeuille, et surtout, ça les ferait chier. Ah bon? Ah oui, c'est sûr, hein, la seule chose qu'ils craignent, c'est qu'on arrête de leur donner notre argent aussi facilement. Et puis, il y a un autre truc aussi, tu connais l'offre et la demande? C'est un duo de youtubeurs à la con, c'est ça? J'ai bon? Presque. Ouais. En gros, c'est parce qu'il y a assez de gens pour les acheter à ce prix-là, que certains iPhones sont vendus plus d'un SMIC. Et ça marche pour tous les produits de consommation, quels qu'ils soient. Et c'est peut-être même parce qu'on est toujours autant à se jeter sur le carburant, que l'État peut se permettre de l'augmenter aussi facilement. Ouais, mais c'est pas évident d'arrêter suffisamment drastiquement de conduire pour qu'il y ait un véritable impact. C'est vrai que pour le carburant, c'est pas évident, c'est peut-être même le plus dur, hein, car comme pour beaucoup de choses, ils nous ont rendu quand même vachement dépendants ce dernier demi-siècle. T'as le bonheur de vivre paisiblement à la campagne, la désertification des commerces de proximité et des lieux de travail demande d'avaler toujours plus de kilomètres. T'es en ville pour être près de tout, mais on t'a foutu les supermarchés en zone périphérique avec un accès seulement en voiture. Le tout saupoudré de transports en commun hors de prix, peu pratique et souvent en grève, histoire que pour aller travailler, tu prennes ta caisse. Oui, donc faut contester. C'est sûr, mais par la même occasion, on peut peut-être diminuer notre consommation. En changeant quelques habitudes, en faisant du covoiturage, en ressortant le vélo, en se déplaçant pour plusieurs choses à la fois, en supprimant une des voitures dans un couple. Je crois qu'ils nous ont forcés à en être dépendants, alors pourquoi pas essayer de s'en détacher, au moins un petit peu, juste pour les entendre couiner quand on leur retire le portefeuille de la bouche. Donc pas évident pour le carburant, mais c'est faisable, et diminuer notre consommation ferait sûrement baisser les prix. Carlito et McFly. Non, les autres, offre et demande. Et pour le reste de nos consommations, c'est parfois plus facile. Arrêtez par exemple d'acheter du superflu juste parce qu'une publicité nous l'a conseillé. Ouais, mais c'est chiant, j'aime bien consommer, moi. Arrêtez de fumer aussi, et ça c'est pas compliqué, hein, malgré la propagande d'État qui nous sert des excuses sur un plateau du genre « Oui mais c'est pas évident à cause des addictions, hein, vous allez avoir du mal, tout ça hein ». Et pourtant il y a des gens qui arrêtent comme ça. Oui, franchement, vous croyez pas que ça les arrange d'avoir un peuple dénué de volonté en face d'eux? J'ai de la volonté, moi, par exemple, et puis de toute façon, j'ai pas envie d'arrêter, hein. C'est ma liberté. Et c'est là le problème. Beaucoup veulent du changement, mais en échange ne sont pas prêts à faire le moindre effort, la moindre action concrète ou pérenne. Alors que je sais pas, imagine, tout le monde arrête de fumer, comme ça, hein. Un truc qui sert à rien, qui apporte rien. Si, le cancer. Si, le cancer et un paquet d'argent à l'État. Imagine le coup de pression qu'on leur met d'un coup. Parce que le mieux pour contester, c'est de pas leur filer d'argent. Et regarde les radars, c'est nul, c'est chiant,
Eh ben, est-ce que tu sais comment je conteste, moi, depuis plus de 15 ans de conduite? Non. En n'ayant jamais eu de PV. En leur ayant jamais donné un centime. Jamais. Pourquoi? T'as mis du gaffeur sur tes plaques? Alors la désobéissance civile, ça peut être l'étape d'après. Mais il y a plus simple. J'ai juste jamais enfreint la loi. Je mets ma ceinture et je roule pas trop vite. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de leur donner le moindre centime. Et si tout le monde faisait comme moi, eh ben les radars rapporteraient rien. Donc il y aurait plus d'argent pour mettre des radars. Donc il y aurait plus de radars. Ouais, mais le radar rue du Yaourt dans la descente, là, à Maubeuge, 95 au lieu de 90, c'était un petit peu abusé, là. Et puis de toute façon, c'est ma liberté de conduire vite. Mais comme toujours, il y a du monde pour se trouver des excuses. Et c'est pareil pour n'importe quelle consommation abusive. En gros, c'est parce qu'on consomme comme des merdes qu'on continue de nous en vendre. C'est sûr qu'en boycottant la merde, on les dissuade d'en fabriquer. Ouais. Mais bon, c'est plus compliqué que ça aussi. Parce que c'est drôlement bien ficelé. Pour que notre statut d'esclave semble être de notre propre volonté, ils ont eu la bonne idée de nous donner suffisamment d'argent pour qu'on puisse payer notre nourriture, notre logement et les taxes. En gros, ça rajoute juste une étape. Ils nous donnent de l'argent, mais pour qu'on puisse leur redonner en intégralité. Oui. Et c'est pas bête, parce que quand les chaînes sont invisibles, eh ben ça nous donne moins le besoin de lutter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu peux déjà arrêter de fumer. Ouais. Tu vas tout de suite gagner en indépendance et en liberté. Non, 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 c'est chaud, là, la volonté, tout ça. C'est sûr, faut savoir à quel point on en a marre. Est-ce qu'on est réellement prêt à faire? C'est possible que l'escroquerie en bande organisée ait encore de beaux jours devant elle. Attends, mais tu comptes pas finir avec un message aussi négatif? Ok, alors pour conclure, peu importe ce qui se passe le 17 novembre, c'est bien. Montrer une cohésion nationale, ça aura forcément un impact positif. Mais bon, pour qu'il y ait cohésion nationale, il ne faut pas que certains se mettent à en faire chier d'autres. Et pour aller plus loin, je dirais qu'un consommateur énervé reste un consommateur. Et c'est tout ce qui compte aux yeux de ceux qui nous exploitent. La seule chose qui les effraie, c'est que par des petites touches d'indépendance, on cesse, même l'espace d'un instant, d'être leur client. Après, il y a bien la désobéissance civile, ou encore même la révolution. Mais bon, quand la plupart des gens sont pas prêts à se couper les ongles, comment veux-tu qu'ils prennent le risque de perdre un doigt? Ou encore pire, un bras? Ce week-end, près de chez Alors après avoir évoqué donc, cet enjeu majeur qu'est la consommation avec beaucoup d'humour, donc c'est pour ça que j'ai tenu vraiment à vous passer cet humoriste qui est vraiment excellent. Donc on va parler maintenant des dangers, et c'est vrai que si vous avez pu le constater, donc là c'est un article d'Europe 1 qui date d'il y a 5 jours, où c'est vrai que M. Castaner et ainsi que M. Édouard Philippe avaient menacé donc, les manifestants de verbalisation, de retrait de permis. J'ai même cru entendre ou voir, il faudrait que je retrouve l'article, d'envoyer l'armée, carrément. Donc c'est vrai que ça refroidit. Si vous lisez les articles, il y a quelques personnes comme ça, quand ils ont entendu ça, et bien forcément, ça les a fait reculer, ça les a fait se dire, finalement, je crois que le jeu en vaut pas la chandelle. Il vaut mieux que je reste chez soi. Et donc c'est ce que disait d'ailleurs l'humoriste. Donc quand on parle de révolution, là on est vraiment au cran au-dessus. Vous voyez, là il a bien détaillé. Il y a la manifestation, on exprime sa colère, on a des revendications. Après, bon, il y a la désobéissance civile. Alors, vous avez vu qu'il y a différentes formes. Donc, cette manière invisible dont je parlais dans ma vidéo sur les Gaulois réfractaires, les taureaux et les moutons de Panurge. Vous vous souvenez, j'avais dit qu'il fallait toujours se mettre en fait en phase avec l'ennemi qu'on a en face de soi. Parce que là, l'ennemi, il est invisible. Donc c'est l'ennemi de la finance qui est invisible, et donc il faut soi-même être invisible et pas se retrouver finalement exposé, parce que quand on sort dans la rue, on s'expose quelque part. C'est-à-dire que vous avez des snipers qui vous tirent dessus, et vous sortez avec votre gilet jaune. Donc c'est vrai qu'un gilet jaune, c'est pas un gilet pare-balles, quoi. Donc vous pouvez effectivement vous retrouver avec des dommages collatéraux. On l'a vu tout à l'heure donc sur la première vidéo, et vous en avez entendu malheureusement parler. Il y a eu quand même déjà 2 décès, plus tous les incidents qu'il y a eu, qui n'est pas dénombré, mais que vous avez pu voir passer à travers les différents articles et donc les différents reportages à la télé. Donc tout ça pour vous dire qu'il y en a beaucoup comme ça que je vois qui disent oui, on va faire la révolution, on va faire ci, on va faire ça, mais voilà, il faut vraiment se rendre compte ce que ça signifie derrière. C'est-à-dire que là, je sais qu'on est dans une période scorpion, donc le scorpion c'est un signe jusque-boutiste, c'est un signe aussi passionné, qui est téméraire, qui veut y aller.
Bon, là, il faut voir que derrière, il y en a quand même qui ont été refroidis. Voilà. Donc déjà, ça, hop, ça enlève, ça dissuade une partie des gens de se mobiliser. Et puis de toute façon, le gouvernement en jouant coup double, puisque, vous voyez, ce paradoxe, là aussi, on le retrouve. C'est-à-dire, d'un côté, le gouvernement, en fait, via les médias, via les journaux, via les éditorialistes, etc., font monter la mayonnaise, d'un côté, parce que ça les arrange. Mais de l'autre côté, vous voyez qu'il y a aussi cette idée derrière de répression, de sanction. C'est-à-dire que d'une main, on fait quelque chose et d'une autre main, on fait autre chose. Donc, c'est-à-dire qu'à tous les coups, ils sont gagnants, en fait, quelque part. C'est-à-dire que si les personnes se présentent, eh ben, on leur montre qui c'est le plus fort, quelque part, parce que c'est un rapport de force. Le gouvernement, là, il est dans une posture très autocratique, pour pas dire plus, vous voyez, de montrer les muscles, quelque part. On est inflexible, on montre on ne fléchit pas. Et là, on retrouve justement Pluton en Capricorne avec Saturne. Saturne qui est inflexible et Pluton, dans le signe du Capricorne, un signe qui est un signe de terre, qui est très très difficile à bouger. Donc là, on retrouve bien cette séquence-là. Donc là, ça c'est un des premiers risques donc, que certains ont identifié, le risque juridique, je dirais, et le risque aussi d'altercation, forcément. Mais il y a d'autres risques qui sont encore beaucoup plus importants, donc, dont on va parler de suite. Donc là, on est sur le site Wikistrike, à nouveau, et donc là, qui ont relevé le propos tenu par le ministre, et également l'armée qui aurait été placée en alerte par rapport à cette opération Gilets jaunes. Donc, c'est vrai qu'on a d'un côté, comme je vous le disais tout à l'heure, le gouvernement gagne à tous les coups ce coup de pression. Si les gens renoncent, nul doute que les médias, d'ailleurs, n'hésitent pas, comme ils le font déjà, aussi à pointer du doigt la peur des sanctions. Donc, ce qui aura en fait pour effet de diviser encore plus les plus déterminés, qui se diront oh là là, les mauviettes. Vous voyez, là, parce que là, il y a aussi beaucoup la testostérone qui joue beaucoup là-dessus. Il y en a aussi beaucoup, sans doute, qui peut-être n'ont pas beaucoup vu venir depuis des années, parce que moi je sais que autour de moi, il y a des gens à qui on dit il faut que tu t'intéresses peut-être un petit peu plus à l'actualité, que tu vois un petit peu tout ce qui est en train de se passer dans notre dos, etc. Et les gens, des fois, ne font pas attention, et puis là, d'un coup, ils réagissent, ils surréagissent. C'est aussi une manière, par moment, de se déculpabiliser aussi. C'est-à-dire qu'ils vont être encore plus virulents que quelqu'un qui a suivi ça de très près, finalement, qui lui n'est pas surpris par les événements. C'est-à-dire parce qu'il voit venir le truc. À chaque fois, il lit des articles, il fait ce qu'on fait là, nous, en ce moment. C'est-à-dire qu'on décortique, on analyse, on essaie d'anticiper, on se pose des questions. Vous voyez, donc du coup, quand les choses arrivent, on est moins surpris que la moyenne. Alors que quelqu'un qui n'a pas du tout suivi, qui était plutôt dans ces petites affaires, ce côté individualiste, du coup, il se retrouve stupéfait quand une mesure, là, comme là, le coût de l'essence ou autre, qui arrive à chaque fois, où là, ça a été vraiment une panoplie de mesures, toutes scélérates, donc ils se sont abattus depuis le début du quinquennat Macron. Et donc là, les gens, en fait, c'est un peu comme des boxeurs, ils se sont pris une gauche, une droite, une gauche, une droite. Donc là, à un moment donné, avant d'arrêter d'être KO, ils essaient de surréagir, quelque part. Donc voilà, donc c'est ce qui se passe, c'est-à-dire d'essayer de diviser, et donc il y aura les plus déterminés qui voudront, eux, par contre, y aller, quand même y aller. Donc on a vu, malgré l'effet de dissuasion, les gens sont quand même allés, mais le gouvernement, tirera toujours les marrons du feu, comme je vous le disais, par rapport à ce défi lancé aussi au plus hardi, et c'est encore finalement une provocation de plus, qui atteint son objectif, c'est-à-dire qui divise finalement les Français. Alors, on parle beaucoup de la métropole quand on parle de violence, etc. Donc voilà, un petit coup d'œil aussi du côté de la Réunion aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est pas triste. Donc moi, j'ai pas le plaisir de connaître la Réunion. Enfin, j'ai des amis par contre qui sont réunionnais. Et je sais que là-bas, il y a une grande route principale, et en fait, tout est bloqué là-bas. Et en fait, finalement, si vous regardez bien, ce sont les habitants locaux, déjà, qui sont pour la plupart plutôt modestes, de ce que j'ai pu lire, de conditions modestes, et qui sont pénalisés les premiers par justement ces blocages d'une route, la route principale à Saint-Denis, de la Réunion.
Donc là aussi, tout ça, c'est pour vous dire que c'est pareil, quoi. Au lieu de cibler hein, justement la contestation en restant chez soi, c'est ce que je prenais justement, cette une forme de désobéissance civile. Là, on en est. La désobéissance civile, c'est bien, bien au-delà. On en essaiera peut-être, si on a le temps, de définir complètement ce que c'est. Ça peut être de ne pas payer ses impôts, par exemple. Ça, c'est de la désobéissance civile. Là, on n'en est même pas là. Là, on parle simplement de boycott sur des produits bien ciblés. Voilà, c'est ça. Et là, malheureusement, vous voyez, ça, c'est tout le contraire. Hein, les gens, finalement, vont tout saccager et ils se sabordent et ils scient, finalement, la branche sur laquelle ils sont assis, en fait. Hein. Alors, on monte un cran au-dessus, là, on nous parle carrément il y a 3 heures hein, d'une menace d'attentat. Donc Daesh évoque les gilets jaunes dans des vidéos. Donc le gouvernement redoute un acte terroriste autour du mouvement social. Donc ça, c'est aussi pour ça que j'avais fortement recommandé de ne pas participer à ce mouvement, puisque vous pourriez vous exposer justement à ce risque-là. C'est un risque majeur, et donc vous voyez que le gouvernement ils sont bien gentils, là, par le biais de l'Express, vous préviennent. Et donc, moi, par rapport à nos cartes du ciel, et là, peut-être que les passionnés commencent à s'impatienter, se dire quand est-ce qu'il va dégainer ces cartes du ciel, parce que d'habitude, je le fais assez rapidement, mais là, je tenais vraiment à faire un tour de presse, et puis parler, parce que j'espère, ou en tout cas, j'ai vu que sur la précédente vidéo, il y a plein de gens qui ne sont pas forcément passionnés d'astrologie, voilà, qui s'intéressent, qui ont jeté un coup d'œil. Donc, j'essaye de parler un petit peu à tout le monde aussi, hein. Voilà, mais vous rassurez-vous, chers passionnés, on va y venir. Alors donc tout ça aussi pour vous, justement vous parler d'astrologie, hein, on a ce cycle-là Jupiter-Neptune, hein, donc dans les deux signes de la religion, c'est-à-dire Jupiter en Sagittaire et Neptune, hein, donc le Sagittaire c'est le signe de la foi, hein, d'accord, et Neptune, donc la planète de la spiritualité, hein, qui est dans le signe de la religion aussi, et de la spiritualité, le Poisson, le signe des aspirations, des idéaux. Hein. Ces deux signes-là sont très idéalistes. Et donc on a Mars en ce moment, hein, guerre. Hein. Mars, c'est la planète qui symbolise la guerre, qui symbolise les conflits, qui symbolise les détonations, qui est en lien avec Arès, hein, dont c'est le nom de la divinité grecque. Hein. Donc c'est bien le dieu de la guerre qui est dans le signe du Poisson aux côtés de Neptune. Donc avec ces trois-là, plus si on rajoute Mercure et bientôt le Soleil hein, en Sagittaire, attention, attention. Et donc d'ailleurs, vous voyez, hein, on a cette alerte. Et donc là, vous voyez aussi qu'on a, ça correspond, il y a quelques jours encore, hein, pas si longtemps, on commémorait l'épisode hein, du Bataclan, le funeste hein, épisode du Bataclan du 13 novembre 2015. Et c'était sous un cycle hein, déjà Jupiter-Neptune, également doublé de Saturne-Neptune. Et on avait également le cycle hein, Uranus-Pluton. Donc ça, on va en reparler de suite de cette menace d'attentats et d'autres choses aussi corollaires. Voici justement sur cette carte du ciel, hein, donc nous sommes aujourd'hui le mardi 20 novembre 2018 à 23h13, et donc voilà, hein, j'avais dit dans les prévisions de 2018 hein, qu'on avait publié l'an passé, que bon, on s'était attardé un petit peu, hein, pas trop, parce que je voulais pas donner d'informations encore plus anxiogènes hein, que ce que j'avais dit sur les sujets économiques et sociaux, justement, qui se sont avérés justes, hein, contrairement, alors c'est vrai qu'à l'époque j'avais eu pas mal de monde qui m'avait dit mais non pas du tout, puisque forcément ils regardaient la télé, et à la télé on leur disait que tout allait bien, qu'on allait avoir de la croissance, qu'on allait avoir plein de belles choses. Bon ben vous voyez que Macron était gentil à l'époque, hein, vous vous souvenez, donc voilà, puis ici il a suffi que Saturne hein, rejoigne Pluton dans le signe du Capricorne, et là en parfaite synchronicité on a eu toutes ces mesures d'austérité, etc., etc., et donc j'avais insisté sur le fait que Saturne et Pluton c'est les deux grands maléfiques hein, du système solaire, quand ils sont ensemble comme ça, en conjonction, ou en tout cas ils arrivent à progressivement, hein, puisque vous avez Saturne qui est à 6 degrés et vous avez Pluton qui est à 19 degrés. Donc ils sont assez éloignés en degrés, mais à partir du moment pour moi qu'ils sont dans le même signe, hein, ils forment déjà un cycle, et donc c'est un cycle faux jumeau à celui de 1982 et 1983 qui avait vu perpétrer sur notre sol hexagonal une vague d'attentats sans précédent. Et là, je vous invite à regarder les vidéos sur Pluton où on s'était arrêté, hein, Pluton en Scorpion, on s'était arrêté sur ces événements-là où il y avait eu plein d'attentats. Donc ça veut dire que, mis bout à bout avec tous ces cycles-là, puisqu'à l'époque, en 2015, quand on a eu ces terribles attentats là, de Paris, et ensuite, après, ça s'est enchaîné un peu plus tard avec Nice. Hein, on n'avait pas Saturne-Pluton, hein, d'accord, mais là, on a vraiment on a une, comment dirais-je,
il y a plusieurs cycles hein, comme ça dangereux quelque part qui se juxtaposent, donc attention, attention. Alors pour revenir, pour approfondir encore sur Saturne, hein, Pluton, donc vous savez que Saturne, hein, c'est l'astre de l'austérité, mais c'est aussi l'astre du contrôle. Donc là, en Capricorne, hein, il est dans son domicile, donc il a le contrôle absolu, donc c'est le contrôle total. Et Pluton, donc c'est la planète hein, qui détruit hein, toutes nos institutions, qui met au pas, qui a acheté aussi nos gouvernements, qui a trusté tout notre arsenal politique et même judiciaire, et donc il l'a transféré ailleurs, hein, notamment aux mains des puissants, via d'autres institutions dont on a déjà parlé, l'Union européenne, et bien d'autres encore. Et donc on a ce pouvoir caché hein, de Pluton, donc, qui est un astre aux confins du système solaire, hein, justement, qui instille un petit peu ce côté, cette opacité, et qui nous indique en fait que qu'il y a une part, hein, enfin nos crânes d'œufs en tout cas, ont une véritable volonté de contrôle de la population face à une situation financière et économique hein, qui se dégrade et qui est même, je dirais, notre système économique et financier, il est à l'agonie. Hein. Et ça, là, je vous renvoie à nos vidéos, toutes les vidéos et même les écrits hein, qu'on a fait de longue date sur la crise, sur le crash boursier. Tout est corrélé en fait, hein, parce qu'on a tendance à saucissonner les sujets, alors qu'en réalité, tout est lié. Hein. J'avais déjà expliqué que l'avènement de Pluton en 2008, 2007, 2008, en Capricorne, ça coïncidait avec, le transfert des derniers bastions de pouvoir donc à la Commission de Bruxelles, à l'Europe, donc via justement hein, la réécriture du traité de Lisbonne dans le dos des Français, qu'on a eu ce crash aussi donc financier qui a été programmé. Hein, j'avais parlé de la Fed, j'avais parlé, voilà, là vous pouvez retrouver hein, toutes les vidéos, je ne reviens pas là-dessus, mais donc on a eu ce crash, on l'a bien eu en 2008, hein, donc voilà, et donc on a aussi, comme par hasard, malheureusement aussi ces attentats, donc on en avait déjà eu dans le passé, mais là on a vu hein, que ça devient de plus en plus intense, et donc on avait expliqué qu'il était assez curieux hein, dans nos colonnes, hein, et de constater que ces actes ignobles surviennent comme par hasard à des moments clés où la population commence à s'énerver face à une situation économique, sociale qui s'aggrave, mais aussi contre quand on voit en fait que nos compatriotes hein, s'énervent contre nos dirigeants, en réalité qui ne dirigent plus grand-chose, hein, mais qui prennent au nom de certains, donc qui sont cachés dans l'ombre, hein, des mesures iniques justement contre les populations pour accélérer les transferts de richesses vers ce monde de la finance qui est, si vous voulez, sous perfusion. Donc, et là, il faut aller vite, voyez. Et donc là, vous pouvez déjà vous faire une petite idée pourquoi créer tout ce chaos, pourquoi créer tout ce boxon. Vous voyez, on est encore en plus dans la période Scorpion. Hein, on a eu ce 13 novembre, donc ces terribles attentats, 13 novembre 2015. Et là, donc on est, vous voyez, 17 novembre hein, 2018. Hein. Donc là, vous avez le calendrier aussi souvent par rapport aux élections. Parce que c'est pareil, ça permet aussi d'orienter les gens. Quand on fait un attentat juste avant des élections, ça détourne l'attention, ça permet aussi d'orienter les gens à voter vers certains partis politiques, quoi, quelque part. Vous voyez, donc là, il y a tout ça qu'il faut vraiment regarder à la loupe. Et il y a aussi autre chose aussi qui me laisse penser que tout ça, c'est fomenté hein, malheureusement par nos dirigeants. C'est que le 13 novembre 2015, en réalité, ce jour-là avait été décrété vendredi noir avec un préavis de grève des professions de santé. Et ironie du sort, hein, le soir même, ces médecins, infirmières et urgentistes étaient à pied de guerre, c'est le cas de le dire, pour soigner des victimes des attentats de Paris. Hein. Alors la plupart des aficionados hein, d'Internet, hein, les youtubeurs, etc., connaissent hein, la fameuse couverture hein, donc, qui avait annoncé donc, les attentats. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose aussi que vous pouvez retrouver via The Economist, hein, donc, qui avait publié quelques mois auparavant, comme ils le font chaque année, hein, donc cette fameuse date. Donc là, vous pouvez justement vous amuser avec les chiffres, hein, si vous les remettez dans l'ordre, vous verrez, vous n'arriverez pas à trouver, il n'y a aucune autre date possible, hein, d'accord? Alors je sais, tout ce que je dis là, forcément, ça fait complotiste, alors ça c'est ce mot, j'ai déjà dit, hein, qui est destiné à ridiculiser, ostraciser ceux qui s'interrogent, ceux qui vont ils vont chercher à comprendre finalement. Mais on peut se demander encore une fois qui complote, hein, le peuple qui se pose des questions légitimement sur ce qui se passe dans notre pays, ou nos dirigeants politiques hein, qui dans notre dos font plein de choses pas très claires
pour détourner l'attention en instaurant un climat de terreur, pour ensuite provoquer le tous contre tous, avec une suspicion, une division des Français entre eux, hein, en utilisant justement ces procédés terribles. Alors ça, il faut savoir que selon de nombreux spécialistes, hein, le terrorisme, c'est avant tout c'est une affaire étatique et de services de renseignement qui ont la volonté en fait et la vision, les moyens et la logistique pour mener à bien ce type d'opération en utilisant les illuminés bien entendu, hein, les idéologues, les fanatiques qui existent et je dirais même qui sont plus ou moins fabriqués. Hein, j'ajouterais qu'on les laisse bien prospérer hein, dans le terreau des banlieues par exemple, hein, justement en ne faisant rien du tout dans les banlieues pour sortir hein, ces gens de ces no man's land, pour faire en sorte qu'ils soient intégrés. Hein. On a quelque part créé hein, de toutes pièces. Bien sûr, ça a pris du temps, hein, le temps de faisander, c'est le cas de le dire. Et là, c'est-à-dire que là, on a utilisé, ces attentats, en fait, utilisent des moyens disponibles. Voilà. Et puis après, on crée des cellules pour infiltrer les milieux radicaux d'extrême droite, d'extrême gauche, islamistes. Hein. On détecte par des méthodes rodées des profils capables de passer à l'acte et d'aller jusqu'au bout. On canalise les énergies de ces gens-là. Et voilà, donc voilà, le tour est joué. Al-Qaïda dans le passé. Vous avez à chaque fois d'autres dénominations à chaque fois. Hein. Vous avez les talibans, vous avez les Al-Qaïda, vous avez Daesh aujourd'hui, qui sont des filiales en réalité arabes de la CIA. Et à chaque fois, en fait, on crée des bandits en fait au profit hein, des Américains. Alors eux, sur le terrain, les islamistes et compagnie hein, croient dur comme fer, hein, par contre, hein, que se battre contre les impérialistes, les Américains, voilà, c'est une cause. Hein. Il y en a certains, ils y croient. Hein. Par contre, les leaders, vous inquiétez pas, ils sont payés, c'est des mercenaires. Voilà, et les autres donc sont conditionnés à d'autres fins hein, et ne sont même pas commandés souvent par les gens de chez eux. Hein. Si vous regardez les photos, là il y en a qui sont spécialistes pour ça, hein, ils ont repéré que des fois il y a des mecs qui se laissent pousser la barbe, en fait c'est des Américains, etc. quoi. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que, vous voyez que vous avez vu l'article de presse qui vous dit le gouvernement redoute. Vous voyez, c'est là la perfidie, comment vous dirais-je, la duplicité. Hein. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas y aller. Voilà, je vous donne moi maintenant le déroulé, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ils savent, quelque part, ils préviennent, hein. Ils préviennent ce qui va se passer, donc c'est pour ça, c'est à vous d'écouter, mais en même temps, il y en a qui vont y aller quand même, donc attention, s'il se passe quelque chose, voilà, vous êtes prévenus. Ah, donc là, je suis sur un article de France Info, donc qui date hein, du 13 novembre, hein, je ne dis pas de bêtises, voilà. C'était mise à jour 16, hein, vous lisez comme moi, 16 novembre 2015, publié le 15 novembre, hein, d'accord? Et donc on avait, attentat, le SAMU avait organisé une répétition générale vendredi matin. Donc vous voyez, en fait, il n'y a pas de hasard. Hein. Ils organisent une répétition pour après créer les attentats. Et d'ailleurs, moi j'avais vu, ça m'avait fait froid dans le dos, j'avais publié un article, hein, vous pourrez le retrouver. Je crois que c'était des déclarations de monsieur Marc Trévidic, et donc je m'étais, entre guillemets, à titre expérimental, essayé de rechercher la date possible d'un futur attentat, et j'y étais parvenu au jour près, vous pourrez retrouver l'article, et d'ailleurs ça m'avait fait froid dans le dos forcément, parce qu'on ne s'attend pas, on se dit bon peut-être qu'on se trompe, etc. Et puis finalement ce jour-là, ben, ça m'avait vraiment... Je pense comme tout le monde, hein, on était tous stupéfaits et j'ai été regarder pour voir mon blog, pour voir si j'avais bien rédigé l'article en question. Et effectivement, je m'étais pas, c'était pas un cauchemar, ou c'était pas un rêve, c'était un cauchemar, quoi. C'était assez bizarre comme sensation en tout cas. Mais tout ça pour vous dire que, voilà, donc il y a des dangers qui sont là. Et donc l'objectif de ces opérations, c'est de créer un climat de terreur et de paranoïa où chacun de nos compatriotes en fait craindra tellement pour sa sécurité qu'il acceptera au nom justement de cette prétendue sécurité de se laisser finalement amputer de ses libertés. Et puis en même temps, quand il y a un climat de terreur comme ça qui se crée, ce qu'ils appellent, les spécialistes appellent ça le management par la terreur, quelque part les gens sont prêts à tout, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à se mettre même derrière. Vous voyez, là, aujourd'hui, on a Emmanuel Macron qui est conspué, d'accord? Demain matin, ce que je ne souhaite pas, bien entendu, si demain matin, il y a un attentat, qu'est-ce qui va se passer? On l'a vu avec Hollande, et on l'a vu avec déjà même un peu avec Sarkozy, mais surtout avec François Hollande, hein. Les gens, à chaque fois, se sont rangés derrière le chef de l'État, Union nationale, etc., etc. Après, on a vu quand même que sur les attentats de Nice, que ben, les Français, il y en a de plus en plus,
qui se sont réveillés, qui pressentent qu'il y a quelque chose de pas clair dans tout ça. Et donc, je me souviens qu'ils avaient même conspué Manuel Valls qui se baladait dans les rues de Nice à ce moment-là, je crois, parce qu'il y a plein de Français, ils sont pas dupes, quoi. Je veux dire, là, au bout d'un moment, ils s'interrogent, donc ils se renseignent, et puis voilà, il y a des choses pas très claires, notamment avec la policière, la Sandra Bertin, etc. Là, il faut vous replonger dans les dossiers. Là aussi, je crois que je sais plus si j'avais fait un dossier là-dessus, mais j'en ai fait tellement, je sais même plus au bout d'un moment. Mais donc, voilà, il faut essayer de vraiment faire attention. Donc, sans compter, donc bon, on a parlé du climat de tension. Ce climat de tension, aussi, cette paranoïa, ben, jette aussi l'opprobre sur les Français musulmans. Donc qu'ils pratiquent ou pas, d'ailleurs, à partir du moment où ils ressemblent, si leur visage apporte les stigmates, si vous voulez, du terrorisme, c'est-à-dire en gros qui ressemblent à des Maghrébins, et ben voilà, ils vont être pris à partie, ils vont être stigmatisés, ils vont raser les murs pour eux-mêmes, etc. Donc voilà, tout ça c'est un vrai problème, quoi. En réalité, si l'État le voulait vraiment, il résoudrait ce problème en mettant hors d'état de nuire ces gens malfaisants. On parle des fichiers, etc. Je rentre pas trop dans les détails, mais en gros, quand vous regardez bien, la majeure partie du temps, et là on rentre dans l'inversion de la hiérarchie des normes dont je parle souvent dans mes vidéos, cette inversion qu'on retrouve avec le cycle Uranus-Pluton, quand on se met sur la carte du ciel. Voilà, donc on a eu là on a justement d'ailleurs un mouvement de rétrogradation d'Uranus en bélier et Pluton. Donc normalement on avait ce cycle-là pendant un bon moment, vraiment parfait. Dans les années d'ailleurs 2015, on a eu ce cycle en dissonance, Uranus-Pluton, donc qui crée en fait ce climat de tension et qui provoque justement ces coups d'éclat. Donc là vous avez Uranus qui sidère, voilà, c'est l'astre qui vraiment prend au dépourvu, quoi, qui crée la stupeur, et puis vous avez Pluton, la planète de la mort, en plus dans le signe du Capricorne, un signe froid, implacable, qui n'est pas réputé pour son sentimentalisme, quoi, qui est réputé plutôt pour son calcul, pour le fait de programmer à l'avance donc des choses, donc des choses qui sont pas justement qui vont pas dans le sens du peuple. Alors donc je voulais vous dire aussi que d'ailleurs la Lune finisse sa course dans le signe du Bélier. Mais dans le thème de la France, on a la Lune, si vous prenez le thème de la Ve République du 28 septembre 1958, vous avez la Lune qui est autour des 15 degrés, d'accord, donc qui est en bélier de toute façon. Donc c'est aussi pour ça, c'est à ce moment-là où on a eu ce cycle parfait, où on a eu Uranus sur la Lune qui symbolise le peuple, les sujets du roi. Et donc voilà, donc on a... Ce qu'il faut garder aussi à l'idée, c'est toujours que ces personnages, ces odieux personnages, annoncent toujours à l'avance ce qu'ils vont faire. Alors, comme je vous ai dit, ils parlent toujours d'Al-Qaïda, cet ennemi que vous venez de le voir est fabriqué toute pièce, et donc c'est un ennemi derrière lequel, comme je vous ai dit, on doit se ranger. Et là, les gilets jaunes, c'est là, il faut vraiment regarder tout ça de très près. Avant justement de se jeter dans la gueule du loup, parce que vous verrez après ces gens-là qui verseront des larmes de crocodile. Et d'ailleurs, c'était ça que je voulais vous dire tout à l'heure quand j'avais vu les déclarations de Manuel Valls et François Hollande le jour, malheureusement ce jour tragique ce soir tragique du 13 novembre. J'ai pas senti la sincérité, j'ai senti même, je sais pas si vrai, faudrait essayer de retrouver les images, que c'était surjoué, surtout de la part de Monsieur Valls. C'était voilà, il y avait une colère ou c'était pas une tristesse mais une colère surjouée, comme quelqu'un qui est un mauvais acteur, vous voyez. Et ça m'a vraiment stupéfait. Puis le regard aussi de François Hollande, pour moi c'est des gens qui sont au courant, quoi. Après avoir évoqué les dangers, on aurait pu s'étaler encore, mais là on va revenir sur justement ce mouvement des gilets jaunes, donc au moment ces dernières heures, donc là vous voyez qu'ils ont attaqué des symboles, même des sites stratégiques comme les péages. Alors ça, je trouve que c'est plutôt judicieux, puisque les péages appartiennent... les sociétés d'autoroutes maintenant sont privatisées, alors qu'à la base, elles étaient sous l'égide de l'État, c'est-à-dire en l'occurrence nous, c'est-à-dire que même si on payait le péage, cet argent-là, il revenait dans la caisse de l'État, et l'État, après, en disposait pour le bien collectif. Or, aujourd'hui, pour une bouchée de pain,
Donc ces autoroutes-là, comme tout, hein, comme la SNCF, etc., hein, tous nos services publics sont cédés maintenant au privé. Hein. On avait vu la Française des Jeux, etc. Tout ça, on en a parlé dans nos précédentes vidéos. Hein. Donc là, vous voyez que les Gilets jaunes ont attaqué ces péages. Donc ça, c'était pas mal le fait de faire passer gratuitement les, les routiers, hein, les gens qui prennent la route, les automobilistes. D'autant comme ça leur permet d'être, si vous voulez, de les mettre avec vous. Ça permet justement de... Ça, c'est une bonne tactique, si vous voulez, pour mettre les Français avec vous, si vous voulez, hein, par rapport aux manifestants, pour qu'ils restent solidaires. Et là, c'est pareil pour les agriculteurs. Moi, j'ai vu souvent il y a eu des techniques qui ont été utilisées comme ça en distribuant des fruits et des légumes gratuitement plutôt que de les jeter. Ça, par contre, c'est horrible. De jeter de la nourriture. J'ai vu déverser, par exemple, devant une préfecture des tonnes de carottes, des choses comme ça. Ça, c'est même, je dirais même, c'est même péché, quoi. Parce que c'est de la nourriture. On rendez compte des gens qui meurent de faim. Moi, dès que je vois ça, par contre, vous voyez, j'ai pas de sympathie. Et je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui n'ont pas de sympathie, alors qu'on doit avoir de la sympathie pour les agriculteurs qui souffrent. Mais vous voyez, comme quoi, le choix de la manière de contester, c'est très important. Il faut être fin, il faut cibler, il faut être stratégique. Donc là, par exemple, saccager, bon, là, il faut voir le titre, parce que c'est le titre du Parisien. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Sans doute que c'est vrai, puisque de toute façon, il y a des stigmates. Mais ça, c'est pas bon. Vous voyez, saccager, c'est pas bon, parce que ça nous appartient aussi, même si ça, maintenant, c'est privé. Ça sert à rien. Le mobilier urbain, etc., de tout casser, ça, c'est pas bon. Par contre, occuper des péages pour après les rendre gratuits, ça, je dis oui. Ça, forcément, je trouve que c'est une bonne stratégie. Il y a eu aussi une autre stratégie qui avait été faite, c'était de prendre d'assaut Disneyland, donc où ils ont permis la gratuité, par exemple, des parkings. Ça aussi, c'est positif, puisque Disneyland, c'est aussi une grande structure. Hein. En plus, ça symbolise justement la consommation, le divertissement, même si le divertissement, qu'on s'entende bien, hein. Moi je suis pour le divertissement, on a besoin de se divertir. Mais mettre le divertissement comme opium du peuple, hein, pour les détourner des intérêts les plus importants et de perdre cette hiérarchie des normes, hein, cette hiérarchie, qu'est-ce qui est le plus important dans la vie, voilà, pour les carrément détourner l'attention, ça c'est pas bon. Donc par exemple Disneyland, c'est symbolique, donc ça positif. Alors il y avait aussi cette tentative d'incursion, hein, autour de l'Elysée, et donc ça c'était plutôt pas mal. Donc ça s'est passé autour de 17h, j'ai pu jeter un coup d'œil, c'était pas mal vu, en tout cas beaucoup mieux que de bloquer les routes, qui embêtent, hein, les restaurateurs, dont on a vu d'ailleurs un restaurateur se plaindre, et les travailleurs du week-end, hein, qui ont été pris en otage. Ça c'est vraiment n'importe quoi, et on voit de plus en plus le climat de tension. Moi je le vois, certaines femmes ou hommes même qui se font... où on voit peut-être des gilets jaunes aussi qui font un excès de zèle, etc. Donc vous voyez, c'est compliqué. Je dirais que là, ça a été plutôt pas mal vu. Mais bon, on sait très bien que l'Élysée, de toute façon, même si j'ai vu que les éditorialistes s'étonnaient qu'il n'y avait pas assez de sécurité autour, qu'ils ont délaissé cette partie-là, etc. Moi, je me demande si ça n'a pas été fait un petit peu exprès. Vous voyez, ça a été fait exprès pour laisser s'approcher, histoire de... Vous voyez, ça aussi, c'est une manière un petit peu d'attirer, comment dirais-je, de provoquer, toujours dans la provocation, un petit peu comme quand Emmanuel Macron avait fait bah, « venez me chercher ». Vous voyez, moi je pense que ça ne m'étonnerait pas. On reconnaît la patte du maître, hein, de faire croire qu'on peut approcher l'Élysée, etc. Puis après, au dernier moment, on met les barricades, on met les CRS, etc. C'est pour donner voilà, l'impression, ça donne un côté spectaculaire aussi. Les jaunes, vous voyez, hein, les gilets jaunes défient l'Élysée. Vous voyez, comme ça on peut faire des gros titres. Parce que tout ça aussi, c'est bien, ça fait la machine médiatique, hein, ça remplit les caisses de BFM TV et compagnie, hein, parce que là, je peux vous dire que les gens sont collés H24 pour suivre le feuilleton Les Gilets jaunes. Hein, mais vous allez voir que derrière, pendant que les gens suivent le feuilleton Gilets jaunes, il se passe plein de choses dont on va parler justement. Hein. Alors, par contre, pour revenir, pour pas qu'après on me dise « Ah, mais non, vous dites n'importe quoi » ou je ne sais quoi par rapport aux gilets jaunes, hein, qui bloquent les accès. Je sais qu'il y a une intelligence, hein, chez certains de laisser l'accès des pompiers, de laisser passer les personnes qui sont en urgence, etc. Hein. Mais vous voyez qu'on n'est jamais à l'abri, on croit maîtriser les choses, mais quand on est sur le terrain avec la fatigue, avec tout ça, puis vous savez jamais à qui vous avez affaire en face, il peut toujours y avoir
des intrus en plus. Hein. Vous savez pas, on met gilet jaune, n'importe qui maintenant peut mettre un gilet jaune, alors qu'en fait il est pas du tout, il épouse pas du tout la cause et il peut venir saboter tout ça. Et après les médias vont faire ce qu'ils veulent de votre, vous voyez, ils peuvent écrire tout ce qu'ils veulent, tout et n'importe quoi. Et vous avez même d'ailleurs, ça aussi je trouve que c'est assez polluant, même si ça peut faire marrer certains. Vous avez par exemple les sites comme Nordpress, comme Le Gorafi, comme Secret News. Vous voyez là, les gilets jaunes envahissent l'Élysée. Ça, je peux vous dire, ça je n'aime pas du tout parce qu'en fait, quelque part, ça vient édulcorer en fait les vraies informations. Ça vient finalement corroborer ou vient appuyer sur le fait que les fake news existent, etc. Et donc les gens, ça aussi, ça rend illisible en fait l'information. Donc même si je suis pour l'humour, ce genre d'humour-là, je dirais, dans les temps troublés qu'on vit, je m'en passerais bien, parce que ça donne justement du crédit à ceux qui veulent nous faire passer les gens qui donnent des vraies news hein, pour des gens qui produisent des fake news, alors qu'en fait, là encore une fois, on est dans l'inversion de la hiérarchie des normes, c'est-à-dire qu'en fait, c'est les médias hein, qui disent pas toute la vérité et qui même travestissent complètement et inversent des fois les rôles. Et d'ailleurs, vous avez pu le constater, puisqu'il y a plein de démentis qui sont faits à chaque fois sur certaines informations qui sont données. Voilà, donc on va passer à la troisième partie de vidéo, puisque j'arrive déjà à 45 minutes, donc je ne veux pas que ce soit trop long par vidéo.